Alors, je suis heureux que nous soyons tous là, réunis. Nous allons pouvoir prendre comme prétexte de cet entretien, comme point de départ, pas comme prétexte, comme point de départ, la publication de mon dernier livre qui est sur Sartre. Son titre a été choisi par l'éditeur. Moi, j'ai accepté. Vous pensez, le titre, c'est Sartre-Misrahi. Ce livre consiste à prendre une page de L'Être et le néant, une seule page, ou une et demie à peu près, de l'expliquer. Et moi, j'ai tenté de faire en sorte que dans l'explication de cette page vienne toute la philosophie de Sartre, sur la liberté notamment. Alors, je vais résumer pour Sartre. Je serai un petit peu plus détaillé en ce qui concerne ma propre vision des choses. Sartre m'a en tout cas fortement intéressé, même en 1943, quand L'Être et le néant est paru, son livre m'a bouleversé, parce que 1943, c'est l'occupation. Et je suis à Paris, avec mon père, il y a des persécutions, les toiles jaunes, il y a tout. Et Sartre publie un livre qui nous avait été annoncé par mon prof de philosophie dans un institut laïque, un institut privé. Je passais le bac, je préparais le bac et on nous a annoncé l'écriture et les publications d'un philosophe encore peu connu qui était Sartre. Alors moi j'étais aux aguets, en 1943 apparaît L'Être et le néant et je suis stupéfait parce que je m'aperçois, puisque sans doute la censure allemande et la censure française n'avaient pas vu, je m'aperçois que c'est un livre sur la liberté. Je suis tellement en admiration que j'étudie le livre page à page, je le regarde de près et j'écris à Sartre. C'est comme ça que j'ai fait connaissance de ça. Mais c'est pas ça l'objet. L'objet, c'est son livre. Sartre m'a ébloui dès le début parce que je crois, j'ai vu ça à travers toutes mes études de philosophie, que Sartre est à peu près le seul qui tente de démontrer l'existence de la liberté, de démontrer le fait que nous soyons libres. Parce que, comme on sait, la plupart des gens, laissons de côté l'occupation, mais la plupart des gens se réclament de la liberté. Tout le monde dit qu'il est libre, tout le monde réclame les libertés civiques, tout le monde combat pour la liberté contre la dictature, mais personne ne sait ce qu'est la liberté, personne ne sait si elle est une croyance, une affirmation, une conviction, une vérité, une réalité. Avec ça, j'avais l'impression que c'était démontré. C'était un fait et il le montrait. Il montrait le fait de la liberté. Comment? Avec son mot de néantisation, il pense expliquer le passage de la conscience, dans la conscience, le passage, si vous voulez, d'un instant T, tout de suite maintenant, à l'instant suivant, T'. Et il dit très bien, entre les deux, il n'y a rien. Et entre le moment passé, il y a un instant, et le moment présent, il n'y a rien. C'est-à-dire rien qui explique d'une façon nécessaire le passage de A à B. Rien ne permet de prévoir dans l'instant présent ce que va être l'instant suivant. Parce qu'il y a un acte de néantisation, une sorte de saut effectué par la conscience. Et cette description m'avait paru convaincante. Elle est en un sens et on va voir qu'en un autre sens, on peut la compléter. Dans mon esprit, je l'ai complété peu à peu dans mes travaux. Mais en 1943, j'avais 17 ans, je ne complétais pas. Je prenais Sartre en bloc, et effectivement, Sartre me disait « Nous sommes libres ». Alors, petite parenthèse. Dans l'Inde, c'est petite parenthèse, hein, mais qui va revenir souvent. Vous allez voir pourquoi. Dans son livre L'Être et le néant, il y a tout un chapitre consacré aux relations à autrui, et Sartre prétend qu'elles sont toujours un échec.
L'histoire d'une vie, je cite, l'histoire d'une vie est toujours un échec à cause des relations d'autrui qui marchent jamais. On veut se dominer, on veut sa liberté, c'est moi qui commande, non, c'est toi qui commande, etc. Enfin, c'est tout le temps le combat, c'est où le conflit des libertés, ou la haine, mais la haine, ça marche pas non plus, et l'amour, ça marche pas non plus. Tout ça pour Sartre, le Sartre de l'être néant. Moi, je n'avais pas été très intéressé par toutes les descriptions pessimistes, sauf la chose suivante, que je remarque en même temps que j'étais en admiration devant la description de la liberté absolue. Sartre dit, la liberté est absolue, c'est l'homme qui crée les valeurs. L'homme peut faire n'importe quoi, puisqu'il est totalement libre, point, il ne dit plus rien d'autre. Et moi, tout de suite, j'ai été frappé par la contradiction suivante. D'une part, il dit nous sommes totalement libres, d'autre part, il dit toute vie est l'histoire d'un échec. Et moi, je me suis demandé, mais si on est totalement libre, on doit pouvoir faire que ça ne soit pas un échec. Je me demandais déjà à 17 ans. Et je remarque alors, porté par ma question, je remarque alors une petite note en bas du chapitre si pessimiste dont je vous ai parlé à l'instant. En bas du chapitre, la petite note suivante, je cite presque. Ces considérations pessimistes n'empêchent pas l'élaboration d'une morale de la délivrance et du salut, mais elle ne peut être faite, cette morale, qu'au terme d'une conversion dont nous ne pouvons pas parler ici. Et il n'en a plus jamais reparlé. Et moi, j'ai remarqué qu'il y avait la liberté, qu'il y avait l'échec, qu'il y avait la conversion, et qu'il ne voyait pas le lien. Il n'a jamais établi de lien entre sa doctrine de la liberté, son hypothèse de la conversion, son regard pessimiste sur le monde. Aucun lien. Mais à la fin, quand j'étais en train de travailler mes propres travaux, je me suis dit, mais il ne voit rien. Il ne voit rien de ce qu'il est en train de proposer. Mais il propose à chaque fois, on dirait qu'il se cogne sur des vérités sensationnelles. Que l'homme est libre, et puis qu'il faut faire une conversion, et puis que... Alors, au terme de toutes ces réflexions, de cette admiration mais qui commençait à se mêler de critiques, la vraie question critique contre l'être néant, c'est la suivante, et c'est celle que je formule dans mon petit livre. À la fin de mon petit livre, 60 pages sur Sartre, une demi-page ou une page par mois sur la critique de Sartre. Je n'ai pas voulu forcer la critique. Mais elle est grave, la critique, parce que, en gros, Sartre dit on est totalement libre, on peut faire ce qu'on veut. Et il ajoute, il le dit, c'est écrit, toutes les valeurs se valent. C'est grave, ça. Écrire sous l'occupation, toutes les valeurs se valent. Mais en même temps, avoir eu le mérite et le courage d'écrire sous l'occupation, nous sommes totalement libres. C'est un drôle de bonhomme, ce philosophe, me disait. Nous sommes totalement libres, a-t-il bien établi, toutes les valeurs se valent, conséquence, on peut faire ce qu'on veut. Et par exemple, on a le livre, la pièce de théâtre Les Moufles. Dans Les Moufles, Oreste fait ce qu'il veut, il supprime les remords, libérez-vous, etc. Alors vient la grande critique que j'annonçais, vient la grande critique. Nous sommes totalement libres, oui, tant mieux, mais pour faire quoi? Et Sartre ne dit pas. Sartre ne sait pas, ne peut pas, ne veut pas proposer une voie pour l'avenir. Et c'est à ce travail que je me suis attelé. Et je me suis aperçu, donc au cours de tous mes travaux, je me suis aperçu qu'on peut creuser mieux la nature de la liberté, et la condition de la creuser mieux,
on peut répondre à la question à laquelle que Sartre ne pose même pas, la liberté, pourquoi faire? Sartre ne pose pas, il ne répond pas à la question du but éventuel de la liberté, du meilleur des buts de la liberté, il ne répond pas, il ne pose pas. Il dit seulement on fera une morale, mais d'abord de responsabilité, où il répète simplement qu'on est totalement libre. Ce n'est pas un contenu, ce n'est pas une valeur. Il ne propose rien, Sartre. Mais pour proposer quelque chose, pour répondre à la question la liberté, pourquoi faire? Il faut mieux connaître la liberté, mieux que Sartre ne l'a fait. C'est tout à fait, ce que je dis peut paraître tout à fait présomptueux, ambitieux. Comment est-ce que moi, qui suis comme n'importe qui, un étudiant, un prof d'une vague université, oui, la Sorbonne, mais c'est pas ce qu'on croit, etc. Comment est-ce que moi, je peux prétendre? J'ai été fort, hein, dans mes... utiliser et dépasser Spinoza, utiliser et dépasser Sartre. Je me mouche pas du pied, mais ça fait rien, c'est pas grave. Vous prenez ce que vous voulez. Si bien que maintenant, on peut en venir à la liberté elle-même. Sans Sartre. Au-delà de Sartre. Et vous allez voir qu'au-delà de ça, ça veut vraiment dire sans Sartre. Parce que, au cours de son œuvre, il y a d'autres livres où Sartre nie l'existence du sujet. Dans la critique de la raison dialectique, qui est un livre qui vient après l'être et le néant, et puis, je l'avoue ici, complètement perdu dans ma présomption. Si je délire, vous me le dites. Il publie la critique de la raison dialectique, 1960. L'autre, l'être et le néant, c'est 1943. En 20 ans, il n'a pas fait un grand livre. Et entre les deux, il y a eu l'occasion de lire en manuscrit, sur papier, mon livre Lumière, Commencement, Liberté, que je lui avais envoyé en manuscrit. Et j'ai eu la plus grande peine du monde auprès de Lanzmann à récupérer le manuscrit. Je ferme cette parenthèse, qui est, je ne délire pas, c'est une petite hypothèse timide de ma part. Laissons de côté. Sartre prend des idées partout et il en fait son miel. Il a raison. Il en fait une œuvre personnelle, il a raison. C'est le plus grand des philosophes contemporains, je l'affirme. Je l'ai affirmé en fac quand j'étais jeune prof, le seul à militer pour Sartre parmi tous mes collègues. Revenons à Sartre. Et revenons maintenant au-delà de Sartre. Mais ce que je voulais dire ici, non, ce livre, Critique de la raison dialectique, c'est là où il commence par nier l'existence du sujet. Le sujet ne peut être que les actions collectives, dit-il à cet endroit. À un autre endroit, dans un petit livre qui s'appelle La transcendance de l'ego, Sartre attaque l'idée kantienne d'ego transcendantal et il en profite pour nier l'existence d'un sujet. Non, nous, ce qu'on appelle le moi, ce n'est pas un sujet, il n'y a pas continuité, il y a seulement, et c'est ces mots, des états psychiques et des qualités psychiques, des états. On est ceci à un moment, à un autre moment on est cela, et puis ensuite on est cela. Il y a des états qui... Mais il n'y a pas un sujet qui établirait la continuité. Voilà ce qu'il nie, voilà ce que je conteste. Car il n'est pas possible, la critique est simple, il n'est pas possible qu'un individu organise une action, par exemple, monter un mur de briques de 3 mètres. Il n'est pas possible qu'un individu organise une action s'il n'y a pas la continuité d'un sujet.
si au milieu du mur, il n'est pas capable de se rappeler qu'il a commencé un mur et qu'il va finir le mur et que c'est lui qui est en train de faire un mur. C'est pas n'importe quoi. Il est influencé par tous les courants philosophiques qui tournent autour de lui. Il en prend un petit peu, il ne se demande pas si ça va avec le reste. Or ça, cette idée qu'il n'y a pas de sujet, elle ne va pas avec la première idée qui est une liberté. Car une action ne peut être libre, si je veux aller me promener, ça ne peut être une action libre que si au courant de ma promenade, je me rappelle que c'est moi qui suis parti en promenade. Si je ne me rappelle pas que je suis moi, alors c'est la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire, en fait, il ne sait pas, il ne l'a jamais prononcé. Ce qu'il décrit, c'est un malade d'Alzheimer qui saute d'instant en instant et qui ne se rappelle pas du reste. Or, moi, j'affirme, toujours pour appuyer ma future doctrine de la liberté. Pour appuyer ma future doctrine de la liberté, j'ai bien construit ça consciemment. Il faut commencer par établir une doctrine du sujet. Alors moi, j'affirme, un peu comme tous les classiques, que nous sommes un sujet avec une continuité, c'est la continuité de la mémoire. Nous savons que nous sommes nous-mêmes et que nous étions nous-mêmes tout à l'heure, avant. Il y a un instant, c'est nous-mêmes qui étions là, puis c'est nous-mêmes qui sommes là, et c'est nous-mêmes encore qui serons là tout à l'heure. Il y a un sujet, je dis. Alors ce sujet, c'est la conscience. Et je prétends que cette conscience est libre. En effet, dans un instant I, on ne peut pas prévoir, et c'est ça que m'a aidé à comprendre Sartre, dans un instant I, on ne peut pas prévoir ce que, non pas seulement il y aura à l'instant I', mais ce que le sujet décidera qu'il y aura. Car ce qu'oublie Sartre, c'est qu'entre les deux, où il dit qu'il n'y a pas de lien, il y a le sujet qui établit la continuité. Imaginons le mur, il a terminé son mur et il va le peindre. Pour le peindre, il est en verre, il va faire des triangles, des isosceles, il va faire n'importe quoi, le peintre qui construit son mur. Puis peu à peu, on s'aperçoit que ces peintures, elles ont un sens. Il est en train de faire des figures très belles. Il fait des pyramides, il fait des sphères, il a l'air de s'amuser comme ça. D'ailleurs, ce maçon dont nous parlons, c'est un enfant, après tout. Il est en train de couvrir un mur, il fait des dessins, et on s'aperçoit qu'il y a une continuité, il y a une œuvre. Il y a une continuité dans une action avec un créateur qui s'en rappelle. Il faut dire tout ça avant de comprendre ce que sera la liberté. Donc, la conscience est mémoire créatrice. Et il est vrai qu'au moment où il fait un dessin, une pyramide, peut-être que le peintre, là, ne sait pas encore ce qu'il va faire après. Il va inventer. S'il est en train d'inventer, c'est vrai qu'il ne sait pas ce qu'il va faire. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est lui qui va le faire. Lui va créer. Le mot création n'apparaît jamais dans l'analyse de Sartre. Ni le mot création, ni le mot sujet. Il dit seulement liberté. Liberté, néant, liberté, néant, liberté, néant. C'est des sauts faits par personne, en fait. Or, c'est un sujet qui est un désir, qui désire quelque chose. Quoi? On verra ce programme, après ce problème de l'éthique. Revenons au sujet. Non seulement c'est un sujet qui agit, mais c'est un sujet, alors donc forcément en première personne, qui va dire je, mais en même temps, ce sur quoi il faut insister, que tout le monde sait et à quoi personne ne pense, c'est que ce sujet immédiat est un sujet conscient. Être un sujet, c'est pas être une machine qui crée des choses,
un mur, des peintures, etc. C'est pas une machine, c'est une conscience de soi. Ça se complique. C'est une conscience de soi, c'est-à-dire que le peintre, que ce soit un enfant, ou que ce soit un artisan, ou que ce soit un artiste, peut dire « veux ». Il dit « veux ». Parfois, imaginons un vœu de compétition entre deux copains, il y en aura sûrement un qui dira « c'est moi qui l'ai fait, c'est le mien le plus beau, c'est moi qui ai fait ce mur, c'est moi qui ai fait cette peinture, c'est moi qui ». Tous individus, cultivés ou non, sont des consciences qui disent, et ont raison de dire, veux. Veux faire ceci, veux faire cela, veux faire ceci, veux faire cela. C'est-à-dire que tout le monde est conscient. La liberté est toujours une liberté consciente. Mais cette conscience est une drôle de chose. Et c'est là où les gens ne sont pas assez attentifs. Des gens, c'est-à-dire des écrivains, des philosophes qui décrivent l'être humain. L'individu est un sujet parce qu'il peut dire vœu, mais ce vœu, il peut être vécu, il est le plus souvent vécu d'une façon spontanée. C'est dans l'immédiat, sans réfléchir. On ne réfléchit pas, on dit vœu. Je sais bien que c'est moi qui suis là, en train d'écrire, en train de lire, en train de peindre. Ben, c'est moi, oui, et où est le problème? Il n'y a pas de problème. La définition et l'essence fondamentale du sujet, c'est la conscience de soi en première personne. Mais cette conscience est forcément un léger dédoublement, léger. C'est moi qui suis là, donc pour dire que je suis un tout petit peu en décalage. Je sais que c'est moi qui suis là. C'est un tout petit décalage. Un tout petit décalage que Sartre, sans trop le savoir, a appelé le néant. Mais il a attiré notre attention, en effet, sur ce fait que une conscience de soi, c'est une conscience un petit peu devant soi. Mais ça, c'est la spontanéité quand même. La spontanéité, elle est déjà conscience. C'est ça la différence entre un être humain et une pierre ou un meuble. C'est la conscience. Et cette conscience, elle est en même temps un mouvement. C'est pour ça qu'elle peut être libre. C'est une conscience qui peut, en effet, là je me souviens de Sartre, c'est une conscience qui peut, en effet, accomplir des actions imprévues. Je me promène, je ne réfléchis pas, je regarde le paysage sur le fond de la lave, puis à un moment, je décide, je pourrais décider autre chose, de revenir sur moi, de continuer ou de m'arrêter. Je peux décider n'importe quoi sans réfléchir tout en étant conscient. Pourquoi je dis tout en étant conscient? Je sais bien que c'est moi qui viens de décider que j'arrête ma promenade, je reviens. Je sais bien que c'est moi. Je n'ai pas besoin de me le dire. Je décide de rentrer. C'est tout simple. Et ce tout simple, on ne veut pas voir qu'il est d'une importance considérable parce qu'il est libre et il est avec des strates. Il y a 2 strates déjà pour commencer. Et imaginons que dans ma promenade, j'ai décidé, j'ai amené un appareil photo, j'ai décidé de faire des photos. Et à un moment dans ma promenade, je suis amené non pas à regarder le paysage et à me promener, puis à me réjouir du beau temps, mais je suis amené à réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je prends ce point de vue? Est-ce que je prends tel autre point de vue? J'arrête pour quoi faire? Est-ce que je rentre vite pour aller chercher des instruments qui me manquaient? Ou est-ce que j'ai tout mon temps? Ou est-ce qu'il fait trop beau? Je rentre pas, je ferai la photo demain, on verra bien. Je me mets à réfléchir. Mais qui réfléchit? Moi. Avec quels moyens? Ben, c'est du bord. La même conscience spontanée de tous les jours.
Dans la conscience spontanée de tous les jours, je suis déjà face à moi. Hein? Déjà, je me saisis, je sais que je suis moi. La caractéristique de l'être humain, c'est qu'il sait qu'il est lui. On dit la caractéristique de l'humanité, c'est que l'homme sait qu'il est mortel. C'est un peu vrai, c'est pas tout à fait vrai. Les gens n'y pensent pas. Là, on a ils ont raison, on a autre chose à faire. Mais par contre, ce qui est indiscutable, c'est que tout individu, même inculte, hein, je prends n'importe qui, tout individu est conscient. Mais tout individu conscient peut monter au premier étage, redoubler et se mettre à réfléchir. Il peut s'arrêter et se mettre à réfléchir. Alors voilà que l'action, la promenade, c'est une action spontanée, je ne réfléchis pas. Je suis conscient, je sais bien que je suis réveillé, que je me promène, où je suis, tout, je suis très conscient. Mais je ne me reprends pas, je ne m'arrête pas, je ne réfléchis pas, je ne prends pas des notes. Tout ça, je pourrais le faire à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, je peux m'arrêter et me mettre à réfléchir. Je prends mon personnage. Il fait sa promenade, il rentre chez lui, il a soif, il voit un verre d'eau, là il prend son verre d'eau, il boit bravo, puis il s'aperçoit que c'était pas un verre d'eau, c'était un verre de vodka. Et la vodka lui est complètement interdite par son médecin. Il a agi en réfléchissant. Il a agi en réfléchissant. Non, il a agi sans réfléchir, pardon, je vais trop vite. Le héros, là, il rentre de promenade, il a soif et il boit. Il est libre. Il peut ne pas boire, il peut boire, puis il peut attendre de se mettre à l'aise avant de boire, ou boire tout de suite. Il peut faire ce qu'il veut, il est libre. Et il boit ce qu'il doit. Un verre de liquide transparent, il boit, c'est de la vodka. Résultat, ça se passe tout le temps. Le même individu, il est en promenade dans sa voiture, en forêt, il se promène dans les allées, il connaît très bien la forêt, un beau moment, il est dans un carrefour, et puis comme il rentre chez lui, il prend et il se trompe. Il est libre, il fait exactement ce qu'il veut, il peut rouler, s'arrêter, faire ce qu'il veut, mettre la radio, rien mettre, dormir. Et il pense enfin pour rentrer chez lui, puis il se retrouve aux antipodes. C'est-à-dire qu'on peut agir consciemment d'une manière inadéquate, d'une manière erronée, d'une manière nocive. Être conscient, ça ne veut pas dire être lucide, ça ne veut pas dire être dans le bon chemin. Être conscient, ça veut seulement dire, pour commencer, je suis je. Point. Je suis conscient que c'est moi qui me promène. Point. Mais le promeneur en question, qui est dans sa voiture et dans une forêt, il veut rentrer chez lui, il ne veut pas faire n'importe quoi. Alors, au bout de quelques temps, 500 mètres, il s'aperçoit, il ne reconnaît pas la route, il s'arrête et il prend sa carte. Il a une carte dans la voiture. Il prend sa carte, il regarde, ah oui, alors il doit revenir, tourner à droite, repartir. Il s'était trompé de route avec la carte. L'être humain peut faire n'importe quoi en étant conscient, et il peut toujours se reprendre, passer au niveau de la réflexion et construire une action efficace. Une action qui correspond au but, qui correspond au désir, qui correspond à la raison, qui correspond au projet général, une action intelligente. La première action qui est erronée est aussi une action libre. La deuxième action qui est réfléchie est aussi une action libre. Mais la première sera une action libre et contre-productive, libre et fausse. La deuxième seulement sera éventuellement libre et juste. C'est-à-dire qu'il y a deux libertés. Voilà où vous voulez en venir. Il y a deux niveaux de la liberté. La liberté spontanée qui est celle
laquelle tout le monde pense. Si on demande à n'importe qui qu'est-ce que la liberté, il répond c'est faire ce qu'on veut. Or, faire ce qu'on veut, dans la plupart des cas, c'est se gourer. Faire ce qu'on veut, c'est se tromper. C'est aller trop vite. Il n'est pas nécessaire qu'on ait toujours de la chance et qu'on trouve toujours le bon chemin, tout de suite comme ça. Nous ne sommes pas des pitis. La plupart de nos actions spontanées mériteraient d'être revues. Et pour construire une vie qui ne soit pas, nous y voilà à Sartre, un échec, pour construire une vie qui ne soit pas n'importe quoi, il faut la réfléchir. Il y a deux libertés. La première liberté, le gosse, il a 17 ans, il fait ce qu'il veut. Moi, je n'obéis pas ici, je n'obéis pas là-bas. Je fais n'importe quoi, c'est moi le plus libre, c'est moi le meilleur. Il s'en va, puis il se casse la figure, parce que les voyages, c'est compliqué. S'il se casse la figure et puis qu'il ne se relève pas, bon, tant pis. Dans la plupart des cas, il va se relever. Ah mais oui, mais comment donc, bon Dieu, j'aurais dû réfléchir, mieux préparer mon voyage, j'ai rien vu, il faut un peu de patience, un peu de travail pour construire un chemin de vie qui va être une éthique avec des buts. Je ne sais pas encore lesquels. Pour le moment, théorie de la liberté. Alors, théorie de la liberté, oui, nous sommes, je résume, oui, nous sommes libres et totalement parce que nous sommes une conscience. On ne peut jamais prévoir ce qu'une conscience décidera. Elle décide. Toute conscience, même pour les gestes les plus simples, se promener, rentrer, se diriger en forêt, même les actions les plus simples, ce sont des décisions. Il y a des décisions erronées, la plupart des décisions spontanées, et des décisions réfléchies, la plupart des actions réfléchies. Elles vont au but qu'elles se fixaient, en effet. Ce qui veut dire que si notre but est de savoir où nous voulons aller, et notre vrai but est de répondre à la première question que j'avais posée à Sartre, là, tout à l'heure, la liberté, pourquoi faire? Maintenant, nous disposons, maintenant seulement, nous disposons d'une doctrine du sujet qui va être capable de construire une éthique. Parce que le premier sujet spontané, la liberté c'est de faire ce qu'on veut, le premier sujet spontané, la première action spontanée, peut être erroné. Je prends un exemple simple dont on a vu des échos dans la presse il n'y a pas longtemps. Si en cas d'urgence, en état d'urgence, la législation nouvelle instaure la possibilité pour une police d'arrêter une voiture et d'ouvrir le coffre. Et alors, toute la gauche, la gauche et l'extrême gauche, et le centre bien sûr, et puis presque tout le monde dit liberticide et s'oppose à la mesure. S'oppose à la mesure parce qu'il faut respecter le n'importe quoi du chauffeur de cette voiture. Le n'importe quoi du chauffeur. Il peut faire ce qu'il veut, il est en démocratie, donc il fait ce qu'il veut. Si on met une législation, j'ai dit, j'ai pas dit coup de force d'un policier sans loi arrêtant une voiture pour contrôler le coffre. J'ai pas dit ça. J'ai dit décision d'un policier sous l'autorité de la loi qui a été réfléchie en période d'attentat et qui autorise un policier à arrêter une voiture et ouvrir son coffre. Il n'y a pas liberticide. Parce que l'action suivante, c'est le deuxième niveau. L'action suivante, c'est on obéit à une nouvelle loi. Elle ne limite pas notre liberté. Elle ne limite pas notre liberté tout simplement parce que cet automobiliste qui vient d'être arrêté pour qu'on ouvre son coffre,
il allait à un concert, le Bataclan. Il allait à un concert de Bataclan. Et c'est pourquoi on n'entend plus parler de ce automobiliste qui voulait défendre sa liberté. Sa liberté, c'était l'action du policier. C'est le policier qui, en lui disant « on passe pas », évitait le massacre terroriste. C'est-à-dire que, je généralise tout de suite, pour rencontrer une phrase qui est le plus bateau qui soit et que tout le monde oublie. Que tout le monde oublie. Ben que s'il n'y a pas le doigt, c'est la jungle c'est le plus fort. C'est le plus fort qui l'emporte, évidemment, s'il n'y a pas de loi. La loi est tout simplement, qu'est-ce que c'est la loi? Ce n'est pas une autorité transcendante. Il ne s'agit pas d'une loi divine, il s'agit d'une loi élaborée par des êtres humains qui réfléchissent. Bref, il ne faut pas avoir peur, d'une part, de légiférer. Mais d'autre part, il ne faut pas légiférer simplement pour justifier ce qu'on a toujours fait. Peut-être qu'à un certain moment, il faudra arrêter l'état d'urgence. Par exemple, c'est un exemple. Ça veut dire que il y a maintenant à réfléchir d'une façon nouvelle, on ne va pas le faire aujourd'hui, d'une façon nouvelle, sur les buts, quels peuvent être les meilleurs des buts pour une liberté de second niveau. On va quand même faire quelques remarques en passant, ou préliminaires. À propos de la liberté, donc, nous avons, je crois, acquis la certitude que notre véritable liberté, notre liberté pleine, on va dire, car la première liberté, elle est aussi une liberté. La première liberté spontanée, je fais n'importe quoi, ce que je décide. Cette première liberté spontanée, elle vient d'un pouvoir du sujet, d'un réel pouvoir du sujet. Pouvoir de décision, pouvoir de création. Donc il faut l'admettre, il faut bien nous en souvenir. Nous avons pour nous cette liberté. Il faut nous souvenir en même temps du point second, mais elle est insuffisante. Elle est trop souvent aveugle, cette liberté. Spontanée, elle est aveugle. Il faut qu'elle soit éclairée. Éclairée, c'est-à-dire repensée, réfléchie, pour aller vers des buts bien pesés. Quel but? On pourrait en parler une autre fois. Pour le moment, revenons à la liberté. On n'a pas fini la réflexion sur le premier et le deuxième plan. Parce qu'il y a une objection à laquelle il faut répondre avant d'être définitivement assuré de la liberté. La première objection qui vient à l'esprit, c'est celle des obstacles ou déterminisme. Tout le monde dira, oui, mais vous ne pouvez pas faire qu'il n'y ait pas des obstacles. Par exemple, les lois de l'économie. Oh, les lois de l'économie. Les lois de l'économie seraient des lois telles qu'elles règlent le marché d'une façon autoritaire, indépassable. C'est pourquoi nous nous heurtons quand nous faisons la moindre activité quelconque. On veut acheter une voiture, on veut monter une affaire, on veut la moindre activité quelconque. C'est une infinité de difficultés qui ne dépendent pas de nous, qui nous dominent, qui tracent la voie, qui nous en servent. Ça, c'est l'état d'esprit quotidien de notre à tous, le mien aussi bien dans des moments difficiles, je peux rien faire, qu'est-ce que je fais, etc. On oublie une chose, c'est que les lois de l'économie, elles sont faites par nous. Elles sont faites par ceux qui utilisent l'économie. Par exemple, si je veux m'acheter une voiture, je ne vais pas m'acheter une Jaguar maintenant. Pourquoi?
C'est trop faire. Puis à la bourse, je ne sais plus quelle est la boîte qui produit des Jaguars, mais l'action est trop faire. On ne peut pas se payer une Jaguar comme ça. C'est ridicule d'y penser seulement. Oui, mais regardons un peu plus près. La Jaguar, la Peugeot et tous les prix viennent de... C'est à la bourse que les prix se fixent, selon le fonctionnement des entreprises. Qu'est-ce que c'est le fonctionnement des entreprises? On croit toujours que ça tourne comme ça, que c'est des mécanismes, des engrenages qui tournent tout seuls comme ça au-dessus de nous, ou autour de nous, comme ça, puis qui nous emportent. Alors que le prix d'une Peugeot dépend des ventes de Peugeot, et dépend du prix de l'action Peugeot. Et le prix de l'action Peugeot, c'est en effet les ventes Peugeot. Et les ventes Peugeot, c'est les achats de voitures Peugeot par les individus libres et souverains. Les gens achètent beaucoup de Peugeot, le prix baisse, il y a un vêtement, le prix monte. On dit, vous voyez, c'est automatique. C'est pas automatique. Le lien entre le prix d'une action et le prix de vente est toujours l'objet d'une législation. Juste ou injuste, je n'ai pas dit juste. Juste ou injuste. Pourquoi on laisse faire les transactions spéculatives financières? Pourquoi on les laisse faire? Ah, on les laisse faire. Il suffirait de prendre un décret. N'importe quelle chambre de députés peut prendre une loi et décider d'imposer tant qu'ils veulent, etc. Toute l'économie, réfléchissons, sauf l'économie noire, toute l'économie est sous législation. Mais une législation est le fruit de décisions humaines indépendantes. Si on conteste, ça veut dire que les députés ne sont pas indépendants. Tout le monde affirme que oui, et on a raison. Les députés sont des personnes individuelles libres qui peuvent décider ce qu'ils veulent. Oui, mais regardez, ça flotte, ça va, quoi ça va? Les volontés des députés. Il y a une opinion de député qui dit A en janvier, la même qui dira B en février. Ça arrive, mais ils sont libres. Et puis ces députés, ils vont rester quoi, 5 ans? Pourquoi pas 7? Ils n'ont pas voulu. Ils ne l'ont pas voulu. Et pourquoi pas 3? Personne ne l'a voulu. C'est ça qu'on oublie. Et qu'on est en démocratie, et que nous sommes des êtres libres, et que les députés sont sous le contrôle des électeurs. On oublie tout ça, et on dit quoi? Oh, c'est fou, je ne peux pas m'acheter de Peugeot 605. C'est-à-dire qu'il y a des obstacles, mais on oublie de les étudier, ces obstacles, et de voir enfin quoi, le mot auquel je voulais arriver, notre responsabilité. Il y a un dicton populaire, très juste, très vrai, comme souvent, le plus souvent, les dictons populaires, qui ont l'air de ne pas être réfléchis. Un dicton populaire qui dit ceci: chaque pays a le gouvernement qu'il mérite. Ben évidemment. Évidemment. Je veux dire que les obstacles sont notre œuvre. Soit notre œuvre réelle, il y a des gens qui veulent qu'aux assemblées, il y ait telle majorité pour que les Peugeot puissent se vendre. Oui, d'accord. Ou bien il y a une majorité qui viendra au pouvoir et qui fera que ce sont les 2 chevaux qui auront le dessus. Oui, mais c'est nous, les électeurs. Les électeurs, dans la plupart, restent chez eux quand il faut décider de la législation des transactions financières. C'est-à-dire que, comme le disait Sartre, hein, entre nous, c'est un bon ami.
Nous sommes tous responsables de tout. Nous sommes tous responsables. Alors, pourquoi dire ça? Pas pour accuser. Du tout. Moi, je ne vote pas tout le temps, moi, je ne suis pas toujours responsable, moi, je dors plus que je ne vote. Alors, pourquoi est-ce que j'ai insisté sur cet exemple d'économie? On pourrait en prendre de plus convaincant, de plus simple, oui, naturellement. Mais en gros, c'était pour dire que, dans la plupart des cas, les obstacles que nous opposons à notre propre liberté sont des obstacles qui sont créés par nos propres buts. Ce sont nos décisions qui créent les obstacles. Je veux faire l'ascension du Mont Blanc, c'est un obstacle? Non. Si je ne décide pas de faire l'ascension du Mont Blanc, il n'y a pas de Mont Blanc et il n'y a pas d'obstacle. Tout ça pour dire que, et ce que je vais dire est vrai en politique surtout, en politique quotidienne, tout ça pour dire que les seuls obstacles qui peuvent s'opposer à la liberté, c'est la liberté qui les crée. Soit la mienne, soit celle des autres. Qu'il y ait une difficulté ensuite à accorder les libertés, bien sûr, mais c'est un autre problème. Ça ne limite pas la liberté. Ça montre que la liberté est partagée. Moi, je suis libre, mais l'autre aussi. Moi, je vote vert, mais l'autre va voter bleu. Il est libre comme moi. Donc, ne soyons pas pessimistes en disant oh, « regardez tous les obstacles ». Comprenons que ces obstacles sont notre œuvre et que si nous faisons si nous élaborons d'autres buts, ces obstacles disparaîtront. Oui, on aura peut-être d'autres, plus maîtrisables peut-être. Ce que je veux dire, c'est que, bien réfléchi, le destin de nos actions et de nos vies est entre nos mains. Imaginons que nous soyons convaincus quant aux obstacles. On sait qu'il y a des obstacles, on sait d'où ils viennent. Il suffit que nous mobilisions maintenant pour assumer notre responsabilité et construire des choses valables. Imaginons que nous en soyons là, très bien. Maintenant, il reste le vrai grand problème, dont on pourrait parler une autre fois. Oui, d'accord. Bon, la liberté, oui, on est convaincu, très bien. Les obstacles, on les prend avec nous. Mais pourquoi faire? Dans quel but? C'est de cela dont il faudrait parler. C'est ça le but, même le but de toute la réflexion sur la liberté. C'est pas pour le plaisir de dire mais nous sommes libres. C'est pour avoir ou non la certitude que nous pouvons atteindre, c'est ça le vrai problème. Nous avons un but, pouvons-nous l'atteindre? Quel but? Il faut dire lequel. Pouvons-nous l'atteindre? Il faut dire oui, comment, pourquoi, etc. C'est-à-dire que maintenant, il y a encore plein d'autres développements à faire. C'est-à-dire que vous allez être obligé de revenir. Oui, oui super. Je peux vous poser deux questions Ah oui, au contraire. Juste pour être sûr de bien s'il n'y avait pas vos trains, c'est vos trains qui sont des obstacles. Voilà, c'est ça. Mais c'est des obstacles qu'on a choisis oui. Pour revenir à votre... Voilà. Est-ce qu'il y a une différence, entre la liberté... comment dire? La liberté, c'est comme le résultat... que les obstacles sont le résultat d'une liberté qui est l'expression de tout plein de libertés. Qui est? C'est pas facile à expliquer. Qui est le résultat de... Les obstacles sont une expression, et l'expression de plusieurs libertés qui s'opposent à la mienne à un moment donné, mais c'est-à-dire qu'il y a à la fois, c'est toujours la liberté, mais c'est pas forcément la mienne qui crée l'obstacle. Mais absolument. C'est en fait, là, je me pose une question par rapport à ce que vous avez, je voulais être sûre d'avoir compris... Mais oui, vous avez tout à fait raison. Les seuls obstacles sont ceux que la liberté, sous-entendu celle des autres, oppose à la liberté, la mienne. Mais donc on est toujours dans la liberté? On est tous dans la liberté.
Et donc la question serait par exemple, si je reviens à l'idée de cette question d'ouvrir le coffre, Oui. cette loi auquel s'opposent des gens, finalement, à ce moment-là, pour eux, c'est un obstacle quand même auquel ils s'opposent. Donc Oui. Alors, il faut... et avec leurs arguments qui peuvent être légitimes d'un autre Oh, point de oh. vue, de la liberté. Oui. C'est- Mais comme les deux actions qui vont résulter des deux discussions, des deux décisions, comme les deux actions sont incompatibles, Oui, c'est l'un voilà, l'autre, paradoxe, il faudra choisir. Ouais, c'est indécidable, comme on dit en mathématiques, là. Ouais. Sauf que la démocratie existe, les mathématiciens oublient tout. Oui. Mais- Sauf que la démocratie existe, et à ce moment, c'est justement la décision majoritaire qui l'emportera. Voilà, c'est la décision. Fut-elle la meilleure ou la pire? Oui. Mais si elle est la pire, je peux quand même, à partir de ma liberté, m'y opposer. Et éventuellement y désobéir. Non? Oui, C'est une on autre peut. question. À partir de la Je pense liberté, à ce on que peut vous avez toujours. vécu en 40 On ans. peut Je me dis, toujours. à un moment donné, Oui, oui. même la décision On peut. la plus... Mais bien sûr qu'on peut la désobéir. majorité n'a pas forcément toujours raison. Mais Mais la par contre, c'est un majorité- principe démocratique. Mais oui, tout Voilà. à fait d'accord. C'est-à-dire qu'il faut en effet poser en priorité la possibilité de désobéir. Ça, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. De désobéir à quelques libertés extérieures qui prennent des décisions injustes auxquelles moi je vais désobéir, ne pas obéir, Après réflexion. après réflexion, Désobéissance. et dans le but d'instaurer une autre législation que la leur, une autre législation qui sera plus proche de la plus grande liberté pour le plus grand nombre. Voilà. Il y a aussi des principes. Oui, oui. La plus grande liberté pour le plus grand nombre, la liberté pour quoi faire, on est obligé d'anticiper, la liberté pour la joie, la plus grande joie pour le plus grand nombre. Voilà, là on revient la question à se poser, C'est celle-là. à nouveau de C'est pourquoi celle-là. faire, voilà. Pourquoi faire? Et puis, comme est d'ailleurs actuellement ridicule, le fait de donner en fait le plein pouvoir aux financiers. On leur accorde ce plein pouvoir. Personne ne s'en aperçoit. On leur accorde un plein pouvoir qui fait qu'ils nous grugent d'une façon directe ou indirecte. Le prix des choses, les impôts, les salaires, ils nous grugent, ils nous volent. Ça, je suis bien d'accord. Mais moi, je ne m'arrête pas là. La plupart des gens s'arrêtent là, ils regardent les lois, la société, le capitalisme, tout ça. Ils oublient une seule chose, c'est que le capitalisme, c'est eux. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, d'une part on a l'impression que ça réduit nos propres libertés, mais en fait, ça n'anéantit pas du tout la liberté. Voilà. C'est-à-dire qu'elle reste pleine et entière, mais qu'après, à nous de faire À nous, notre bon usage, de trouver l'usage qui nous un semble- bon usage de la liberté. Il faut faire un bon usage de la liberté. On va dire un bon usage. Alors, il faut construire une éthique. Quelle éthique? C'est compliqué. Il faut commencer. On n'a pas prononcé le mot, on va le prononcer, mais on ne va pas développer. Il faut une conversion. Il ne faut pas en rester au niveau, justement, de la spontanéité. Ah, la loi sur l'état d'urgence nous limite. Ça, c'est la spontanéité. On ne cherche pas à réfléchir. Non, il faut tout reprendre, mais pour ça, il faut changer nos habitudes de pensée. Et changer nos habitudes de pensée, c'est d'abord instaurer une conversion. C'est par elle qu'on commencera la prochaine fois, Oui, par la conversion. par la conversion. Il y a une autre chose que je voudrais savoir, mais ça c'est plus personnel. Dans ce que vous avez dit au début, vous avez dit que Sartre avait conservé votre manuscrit de Lumière, Oui, commencement, oui, je l'ai récupéré. liberté. Oui. Vous l'avez récupéré, mais vous suggérez que ça a pu influencer Ah son oui, travail sûr. sur la conscience Ah, à partir de sûr. 1960. Sûr, D'accord. Ok. dans la critique de la raison dialectique. D'accord. La critique de la raison dialectique, elle insiste sur le fait que tout c'est en balance, en réflexivité. Et
idée essentielle idée simple, hein, c'est pas le bout du monde, c'est pas génial, mais idée simple, il faut mettre au premier plan cette possibilité de réflexivité. Moi, je fais la différence entre réflexivité, réflexion, entre réciprocité ou réversibilité, voilà. Et sur cette possibilité de la conscience en miroir, la conscience qui se projette, qui se retrouve, qui se reprend. Moi, je lui ai donné une grande place et Sartre jamais autant que dans ce livre critique de la raison dialectique. Mais par ailleurs, reconnaissons que c'est le travail d'un philosophe, quel qu'il soit, de prendre les idées qui sont dans l'air du temps, de prendre des idées qui paraissent, puis d'en faire quelque chose de nouveau. C'est ce qu'il fait. Il a fait quelque chose de nouveau. La critique de la raison dialectique, elle a pris sans doute quelques idées ici ou là. Il y a Janson qui se plaignait de la même chose à propos de Sartre. Il se plaignait exactement de ce dont je viens de parler. Alors, c'est un fait avéré, Sartre picore, mais en même temps, Sartre invente. Après, il picore et il invente. C'est un grand. Je ne nie pas le moins du monde que Sartre soit le meilleur, le plus grand des philosophes du XXe siècle. C'est Sartre le philosophe. Tout le monde a fait, vous vous en souvenez, la gloire de Sartre. Oui. Sans avoir lu l'être humain. Les gens, les journalistes n'ont pas lu l'être humain. Comme vous savez, c'est difficile l'être humain, c'est pas drôle. Peu l'ont lu, on va dire. Or, c'est un grand livre. Or, c'est vraiment un très grand livre. Parce qu'il n'y a pas que la liberté, il y a plein d'autres choses aussi dans l'être humain. Et Sartre, c'est un novateur. À la fois, il reprend plein de choses de chez Heidegger. Il y a un philosophe, Alphonse de Vélens, qui a prétendu un jour que tout le livre de Sartre, La nausée, a été inspiré par des textes de Heidegger. Donc, l'idée que je propose là n'est pas tout à fait paradoxale. Elle a été partagée par plusieurs observateurs qui ont vu que Sartre, vraiment, il picore bien, sans nommer les auteurs qui l'utilisent. Bon, alors il y a chez lui du côté auteur. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Par ailleurs, c'est un très grand philosophe. Il écrit, oui, il écrit mal, mais si vous voulez, quand il écrit bien, il écrit moins mal, on va dire. Non, c'est quelqu'un d'important. Je me souviens, moi, quand j'étais même jeune prof à la faculté, à la Sorbonne, j'étais le seul à défendre Sartre. J'étais un fan, le seul. Ils étaient tous partisans de doctrines qui se sont écroulées. Marxistes, structuralistes, psychanalystes. Ils étaient pour la psychanalyse, pour le marxisme, ils étaient tous communistes, ou bien ils étaient tous freudiens, etc. Et moi, j'étais là tout seul en disant il n'y a pas d'inconscient, en disant il n'y a pas de nécessité historique. Je niais tout ce que tout le monde affirmait et que maintenant plus personne n'affirme. Plus personne n'affirme qu'il y a un inconscient pur et dur. Ils ne savent pas trop maintenant, ils commencent à s'assouplir un peu. Puis pour le capitalisme, ils commencent à être tous un peu d'accord. Ils ne devraient pas être d'accord. Mais ils devraient renoncer à l'idée de nécessité humaine. Les lois capitalistes se font toutes seules. Baisse tendancielle du taux de profit, dit Marx. C'est-à-dire qu'il y aura forcément la révolution parce que les profits des entreprises en taux par rapport au chiffre d'affaires baissent tout le temps. Ils ont de moins en moins de bénéfices à faire des efforts et du capitalisme. Et ça va s'écrouler comme un frimur, ça va tomber 10 marques sur le capitalisme. Tu parles. Ils se portent de mieux en mieux.
Pourquoi? Parce que le capitalisme n'est pas une nécessité. C'est vrai que si c'était une nécessité, il serait écroulé. Pourquoi il ne s'écroule pas? Ben parce que tout le monde en veut. Tout le monde veut le capitalisme. Oui, oui. N'est-ce pas? Tout le monde veut sa voiture, ses vacances. Ils veulent payer moins, payer plus. Oui, bien sûr, mais indiscutable. Oui, on veut des augmentations de salaire. Mais vous voulez un salaire, alors. On veut des augmentations de salaire. Donc, le salaire. Pourquoi vous ne renoncez pas au salaire? On peut renoncer Comment on peut renoncer au salaire avec cette histoire? Ben, regardez les kibboutz en Israël. Il y a plein de monde qui travaille, qui produit plein de richesses, avec plein de sous qui rentrent dans la ferme collective. Et les gars du kibboutz, ils n'ont pas un fifrelin, ils n'ont pas d'argent. Pas d'argent, pas de salaire. Et la belle vie. La belle vie, parce que les gosses, toute la journée, ils vous laissent tranquille, ils sont à l'école, comme toute la journée. C'est bien pour les gosses. Puis le soir, ils rentrent à la maison, papa, il manque de rien. Oui, mais les gens ne veulent pas voir. Alors les gens sont contre le capitalisme et pour acheter une voiture neuve. Alors ils ne réfléchissent pas. Moi, à un moment, je me dis, oh, marre. Et je me mets, alors là, brusquement, à comprendre des gens qui sont aux antipodes de mes pensées. Oh, les braves gens, je me dis. Vous savez, les prêtres qui se retirent dans les monastères, oh, ils disent, zut, il y en a marre de cette société qui tourne rond. Tout le monde est de gauche et personne ne bouge. Oh, c'est fou ça. Alors quand est-ce que ça va bouger? Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui couvent dehors? Vous savez ça? Au XXe siècle, dans un pays riche comme la France, il y a des gens démunis qui couvent dehors. Alors tout le monde est au courant, oui, bon, ben c'est scandaleux quand même, hein, c'est pas juste. Peut-être qu'un tel, si on le lit, va faire quelque chose, lui. Il va changer les lois qui vont permettre de changer les lois qui vont permettre dans 3 ou 15 ans de faire une centaine de places de plus dans un hébergement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi, il y a des moments où je me dis, j'ai dû me dire ça dans ma jeunesse. Dans ma jeunesse, j'ai dû me dire, il y en a marre, hein, il faut faire quelque chose. Alors, faire quelque chose, vous comprenez ce que ça veut dire. Il faut faire la révolution, il faut y aller. Et puis quoi? Et puis ils font la révolution. Alors, je regarde un peu dans l'histoire comment ils ont fait. 1789, non, 94, un peu après, les têtes tombent. 1917, les prisons regorgent. Oh, c'est pas encore ça, les gars. C'est pas comme ça. Alors là, très vite, j'ai compris ça très vite. C'est pas comme ça qu'il faut faire. La preuve, ça bouge pas. Malgré vos cris, ça bouge pas. Comme projet pour aller vers la joie, c'est vrai que ça se oui, oui. Par rapport aux objectifs de la liberté. Voilà, la liberté, il faut d'autres objectifs. Je pourrais me dire, je suis libre de tuer. Voilà, mais c'est pas possible. Et n'importe quel obstacle, mais ça va pas dans le sens des objectifs et d'une éthique telle que vous allez plus tard nous Exactement, exactement. Parce que si je veux comme idéal de massacrer qui me déplaît, il ne faut pas oublier la bonne des choses, c'est que c'est réciproque. Il aura donc lui aussi le droit de me massacrer parce que je lui déplais. Ben, on n'a rien construit. Donc, on a moyen de réfléchir et de construire des choses cohérentes avec la nature de l'être humain et cohérentes avec la coexistence des êtres humains. C'est ça, ça serait bien qu'on puisse en parler cet été. Si je suis encore là pour vous en parler, oui, mais je crois quand même.